Pile-Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, l'erreur d'Einstein avec Denis Le Bihan. Denis Le Bihan, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Académie des sciences, vous êtes docteur en médecine et en physique. Alors vous allez nous expliquer comment on peut être à la fois médecin et physicien, même si en anglais d'ailleurs, médecin se dit physician. Oui, ça ressemble. Voilà, donc on reviendra là-dessus. Vous êtes directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique, fondateur de Neurospin. Vous nous expliquerez aussi ce que c'est, qui est un institut de neuroimagerie magnétique à très haut champ qui se trouve à Saclay, c'est ça? Tout à fait. Donc vous êtes un spécialiste et un des acteurs de l'imagerie médicale, pourrait-on dire. Et on va parler aujourd'hui de votre dernier livre, un livre absolument passionnant qui a été publié aux éditions Odile Jacob et que vous avez intitulé « L'erreur d'Einstein aux confins du cerveau et du cosmos ». Alors, c'est un livre tout à fait impressionnant, passionnant, un petit peu difficile par certains moments, donc on va faire une petite introduction pour permettre à nos lecteurs, après, d'aller le lire dans de bonnes conditions, et notamment parce que vous faites quelque chose d'absolument étonnant, c'est que vous rapprochez la physique, et notamment la physique contemporaine, la relativité, la physique quantique, du fonctionnement du cerveau, alors que ce sont deux choses qui, a priori, sont disjointes. Et vous-même, vous pouvez le faire parce que vous êtes à la fois physicien et médecin. Alors, comment est-ce que vous avez pu faire cette jonction? Ça n'a pas été facile, mais j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, je crois. On m'a aidé. Bon, en fait, il semble que je suis devenu médecin à cause d'une émission de télévision que j'ai vue, j'avais 5 ans. C'était une émission de radiologie. Je vois encore les images d'un enfant qui avalait un produit de contraste. Là. Et mes parents m'ont dit, tu as été scotché. À partir de là, tu as dit, je veux être médecin. Voilà. Donc, je suis devenu médecin. Pas n'importe quel médecin. C'est l'imagerie médicale, déjà, à ce moment-là. Oui, justement. Oui. Mais je ne vais pas dire radiologue. Médecin. Mais c'est vrai que je suis devenu radiologue aussi. Voilà. Mais quand je suis devenu adolescent, j'ai commencé à m'intéresser au cerveau. Je dis, je vais être neurochirurgien. Donc, en fait, mon objectif, c'était de devenir neurochirurgien. Et en parallèle, mon grand-père était jardinier. Et il avait dans son jardin un petit livre qui s'appelait l'Almanach Vermeau. Bon, je ne sais pas si ça existe encore. Bon, c'est un petit truc. Ah, ça doit exister, ouais, l'Almanach Vermeau. Et donc, je le lisais. J'avais 11-12 ans, vous voyez. Et dedans, il y avait des choses de météo, du genre, quand le soleil est rouge le soir, il va faire beau le lendemain. C'est impressionnant, quand même. Et donc, j'ai voulu creuser ça. Voilà. Et donc, je suis allé à la bibliothèque municipale. J'ai potassé tous les bouquins. J'ai appris la physique tout seul, quoi. Donc, j'avais 13, 14, 15 ans. J'ai appris les équations, les calculs différentiels, tout ça, parce qu'en météo, c'est fondamental. Et je suis devenu accro de la météo. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert dans les rayons la théorie de la relativité aussi. Donc, j'ai lu quelques livres qui avaient été écrits par Einstein. Donc, au lycée, c'était assez facile parce que j'avais déjà appris un petit peu à l'avance. Mais le problème, c'est arrivé en terminale. Bon, je vais être neurochirurgien, mais enfin, la physique, c'est quand même bien aussi, quoi. Et j'ai hésité et je me suis inscrit en prépa, je me suis inscrit à la Salpêtrière. Et puis finalement, j'ai fait médecine. Et au bout d'1 an, 2 ans, j'ai pas été satisfait par l'enseignement parce que j'avais à apprendre en physique et en chimie. Donc, j'ai décidé de faire études de physique. J'ai fait donc ma licence, ma maîtrise et un DEA de physique des particules, ma thèse de physique. Voilà, en ce qu'on appelle en time sharing, en temps partagé. Donc, mon internat a duré 10 ans, vous voyez. Je faisais une année en médecine, en internat, donc neurochirurgie, puis radiologie, et puis une année en physique. Voilà. Et puis là, le coup de chance, mais énorme. Dans les années 80, l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, arrive en France.
Et on m'a proposé, parce que j'étais radiologue et qu'on savait que j'étais physicien, de travailler sur les premières machines françaises. Vous étiez la personne idoine. Et voilà. Et donc depuis, je suis devenu neurochirurgien radiologue. Et depuis, j'ai continué à faire de l'imagerie médicale. Voilà. Alors justement, si on revient un petit peu sur l'imagerie médicale avant de pénétrer un peu plus avant dans votre livre, l'erreur d'Einstein, est-ce que cette imagerie médicale a fait des progrès considérables ces 20 ou 30 dernières années? Et c'est un peu ça qui nous permet une connaissance du cerveau de plus en plus fine. Oui, oui. Donc, un de mes objectifs quand je voulais devenir neurochirurgien, je l'ai réalisé qu'après, c'est bien sûr soigner des patients, mais c'était aussi de comprendre le cerveau. Mais c'est pas en touchant au cerveau, enfin au sens même propre, quand vous êtes neurochirurgien, qu'on peut comprendre son fonctionnement intime. Donc, l'imagerie permet, surtout chez l'homme, vous n'allez pas disséquer le cerveau de gens qui sont pas malades, donc qui sont bien portants. Vous avez avec l'imagerie un moyen, au sens large, d'accéder au fonctionnement, à l'anatomie fine du cerveau et au fonctionnement du cerveau, de faire des hypothèses, de les tester. Et donc, c'est comme ça que l'imagerie moderne, qui a commencé dans les années 70-80, a complètement changé notre compréhension du cerveau. Oui, parce qu'on voit, on a une représentation du fonctionnement même du cerveau. On ne voit pas que l'organe fixe, comme si aujourd'hui on a des images qui dépassent la réalité. C'est-à-dire que si vous prenez un cerveau et que vous le disséquez, vous verrez la matière grise, la matière blanche, mais vous ne verrez pas les connexions. Rappelez-nous en 2 mots, la matière grise. Alors oui, c'est très important. Donc, le cerveau est constitué, c'est 1,3 kg à peu près, c'est la grosse boule qu'on a entre les 2 oreilles. Les neurones, qui sont les cellules élémentaires du système nerveux, sont beaucoup localisés à la surface du cerveau, qui est très, très plissée. Donc, il y en a à peu près, au total, 80 millions de neurones. Mais il y en a aussi au centre du cerveau. Mais ces régions qui sont à la surface du cerveau ont besoin de communiquer. Donc, elles sont connectées par des fibres qu'on appelle des axones, qui sont entourés de myéline, un manchon graisseux qui sert d'isolant. Donc, la matière blanche, ce qu'on appelle la matière blanche, ce sont ces connexions entre toutes les régions cérébrales. Voilà. Et ce qu'on appelle la matière grise, communément, quand on dit de la matière grise, c'est l'aspect neuronal. Ce sont les neurones qui tapissent le cerveau. Et la matière blanche, c'est l'aspect les connexions. Voilà. Mais on a un peu trop, à mon avis, zapper, entre guillemets, la matière blanche. On parle toujours de matière grise. Mais sans les connexions, la matière grise ne vaut rien. Un bébé, à la naissance, chaque neurone a à peu près 500 connexions. Imaginez un téléphone portable avec 500 contacts. À la fin de l'adolescence, chaque neurone est connecté à 10 000. Vous voyez, on a moins de neurones. À partir de 2-3 ans, on commence à perdre des neurones. Voilà. Mais par contre, on augmente le nombre de connexions. Ce qui prouve bien que ce sont les connexions qui sont peut-être plus importantes. Déjà, voir les neurones, sinon il n'y a pas de connexion. Mais la richesse des connexions, c'est ça qui fait le cerveau. Vous voyez ? Et donc, mon modèle, ce que j'ai introduit, c'est justement le connectome cérébral. C'est ça. Alors, ce qu'on appelle le connectome cérébral, c'est l'ensemble de la connectivité, c'est ça, voilà. du cerveau. Alors donc, j'en reviens à ce que la question que vous m'avez posée, c'est que l'imagerie permet de voir des choses qu'on ne peut pas voir en disséquant un cerveau. Donc, ces connexions cérébrales, on ne peut pas les voir. Si on commence à disséquer un cerveau, on ne va pas aller très loin, c'est friable, etc. Donc, la méthode que j'ai inventée il y a 35 ans maintenant, qui s'appelle l'imagerie de diffusion, l'imagerie en particulier du tenseur de diffusion, c'est une méthode qui permet, en regardant le mouvement brownien des molécules d'eau, donc c'est un des articles d'Einstein de 1905 déjà, c'est vraiment un héritage d'Einstein, on voit que dans le sens de ces fibres, les molécules d'eau, elles diffusent plus rapidement que dans le sens perpendiculaire. Bon, c'est assez intuitif. Voilà. Mais si on fait des images, ces méthodes que j'ai inventées donc de diffusion, qui sont sensibles à ce mouvement brownien, eh bien, il suffit de dire dans quelle direction, à tel endroit du cerveau, la diffusion est la plus rapide. À ce moment-là, je peux dire, donc les fibres, elles sont alignées avec cette direction. Grâce à des traitements informatiques, vous faites ça sur l'ensemble du cerveau, et vous avez ces images époustouflantes, en couleur, à 3 dimensions, vous avez dû voir ça, donc du câblage intracérébral. L'imagerie permet de voir ça, mais pas la dissection.
Vous voyez, donc on a dépassé l'anatomie. Alors attention, ces images, c'est un peu ce que je dis parfois, ce sont les images où vous êtes dans un hélicoptère au-dessus de Paris le soir, la nuit, vous voyez les routes parce que vous avez les phares des voitures qui sont allumés. Donc vous pouvez reconstituer le trajet des routes à partir de ces phares, c'est comme les molécules d'eau. Mais vous n'avez aucune information sur telle voiture où elle va. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore capable de voir comment l'influx nerveux circule dans le cerveau. Il y a des techniques comme l'électrocéphalographie, la magnétocéphalographie, qui quand même nous donnent des indications, mais ça reste extrêmement grossier. On n'est pas capable de suivre l'influx nerveux comme moi j'aimerais le voir en tout cas. Ouais. Alors, Denis Le Bihan, lorsqu'on lit votre livre, hein, L'erreur d'Einstein, édition Odile Jacob, lorsqu'on lit votre livre, on a l'impression qu'on est à l'aube de la connaissance du cerveau. C'est-à-dire qu'on commence tout juste à entrevoir la façon dont peut-être le cerveau fonctionne. Absolument. C'est exactement... Ça me fait plaisir que vous dites ça, parce que tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec ça. Beaucoup pensent qu'on connaît beaucoup de choses dans le cerveau. C'est vrai que le neurone a été découvert par Caral au début du XXe siècle. Donc le neurone et les régions cérébrales, Rue Broca, donc le chirurgien français qui a découvert les régions cérébrales avec son patient de Bicêtre. Donc tout ça, on connaît. Je ne dis pas qu'on commence à découvrir le cerveau. Mais, et c'est ça qui est important, je crois, on essaie d'expliquer le cerveau aujourd'hui à partir de ses connaissances microscopiques. Hein, vous voyez, un peu comme si on voulait expliquer l'univers à partir des électrons et des noyaux atomiques. Donc dans mon livre, je donne un exemple des marées. Hein. Là, je suis breton, marin. Dans les marées, aujourd'hui, on sait très bien les calculer avec les équations de Newton ou encore mieux d'Einstein. Voilà. Mais ça ne viendrait à personne de calculer les marées hautes et basses à partir de chaque molécule d'eau. D'abord, on ne saurait pas le faire parce qu'il faudrait une puissance de calcul incroyable. Mais en plus, on ne sait toujours pas vraiment ce que c'est que de l'eau liquide. Hein. Faut voir où on en est aujourd'hui. Hein. On parle du cerveau, mais même de l'eau dans un verre, on ne sait pas trop ce que c'est. Hein. On sait un peu, mais on ne sait pas tout. Donc aujourd'hui, grâce aux méthodes, grâce à la physique, grâce aux sciences computationnelles, c'est-à-dire et à l'informatique, on peut approcher le cerveau sur le plan global. Et c'est ça, mon combat, c'est un peu ça, c'est-à-dire donc de ne pas partir de l'élément microscopique pour reconstruire le cerveau. Je ne dis pas que c'est pas important, qu'il ne faut pas le faire, hein, je le fais aussi, hein, mais il faut aussi l'approche par le haut, je ne sais pas comment l'appeler, globale. Et les deux se mélangeant, bien sûr, forcément. Mais c'est le gros problème aujourd'hui en physique. Vous avez l'univers, la cosmologie qui repose sur la réalité générale. Le trou noir qui a été montré il y a 2 jours, c'est la démonstration époustouflante qu'Einstein avait raison. Et vous avez la mécanique quantique qui explique les noyaux, la structure de la matière. Mais aujourd'hui, on ne sait pas mettre les deux ensemble. Hein. On ne sait pas mettre les deux ensemble. Vous avez la théorie des cordes, etc. Mais on ne sait pas au point encore. Hein. Donc, on n'arrive pas à mettre ensemble, dans un même modèle physique de l'univers, la mécanique quantique et la théorie générale. Donc, pour le cerveau, ça va être, à mon avis, la même chose. C'est-à-dire qu'il y a l'approche globale que je défends, mais je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres. Hein, Freestone, Brixpeer, il y en a d'autres. Et puis, l'approche neurobiologique microscopique, qui ne sont pas incompatibles, mais voilà, il faut voir le cerveau parler debout, si j'ose dire. Alors, Denis Le Bihan, en quoi est-ce que les progrès du XXe siècle et du XXIe siècle dans le domaine de la physique nous permettent de mieux appréhender le fonctionnement du cerveau? Parce que on pourrait penser, pas nous, mais les scientifiques depuis longtemps, il y a un corps médical et puis il y a des physiciens et puis ils se parlent de temps en temps, mais on n'a pas l'impression qu'on ait besoin de connaître la cosmologie pour savoir comment fonctionne le cerveau. C'est autre chose, c'est du vivant. En quoi est-ce que la physique apporte quelque chose, un éclairage nouveau? Alors, pour en parler pendant longtemps, donc je vais tâcher d'être court. Voilà, alors déjà, on va essayer de faire simple. Bon, déjà, il y a l'imagerie. L'imagerie, c'est de la physique quand même. Hein, d'accord. Donc, je vous ai parlé de l'IRM. L'IRM repose sur la mécanique quantique. L'imagerie de diffusion repose sur la théorie ce que Einstein a montré entre mouvement brownien et diffusion. Et puis, il y a une autre méthode, la médecine nucléaire, avec l'imagerie par émission de positons, qui repose sur un autre article d'Einstein, qui est l'effet photoélectrique, 1905, pour lequel il y a le prix Nobel d'ailleurs. Donc, vous voyez, ça repose beaucoup sur Einstein, la physique d'Einstein quand même, l'imagerie. Voilà. Mais on va dire que c'est technique, c'est un moyen d'explorer le cerveau.
Ensuite, vous avez le fonctionnement du neurone, donc qui est électrique et chimique. Donc vous avez donc le neurone qui a du potentiel électrique qui se propage. Là, donc le modèle de Huxley qui date des années 40-50, ce sont aussi des équations physiques. Donc la physique est dans le cerveau depuis très longtemps. Donc pour expliquer le fonctionnement du cerveau, depuis qu'on sait qu'il y a des neurones, etc. Donc je dirais tout le XXe siècle a montré que la physique pouvait être utilisée, et tout le monde est d'accord là-dessus, pour le fonctionnement élémentaire du cerveau. Ce qui est nouveau avec l'approche de mon livre, c'est que j'ai réalisé qu'il y avait un domaine de la physique qui n'avait pas encore été utilisé pour le cerveau, qui est celui de la théorie de la relativité. Voilà, et c'est ça qui est nouveau. Et donc, j'ai fait du copier-coller, voilà, des équations d'Einstein de la relativité restreinte et de la théorie de la relativité générale, peut-être qu'on peut en reparler, qui montrent que notre cerveau, finalement, si on se place, si on raisonne de la même manière qu'Einstein au début du XXe siècle pour l'univers, s'il y a une limite de vitesse dans l'information qui circule dans notre cerveau, alors il faut appliquer la relativité, ce qui veut dire donc qu'il y a un espace-temps dans le fonctionnement de notre cerveau. Ouais. Voilà. Alors, on va revenir un petit peu quand même sur cette notion de relativité et d'espace-temps, parce que on va essayer d'expliquer de façon le plus pédagogique possible des choses qui ne sont pas évidentes à comprendre. Mais d'abord, vous intitulez ce livre « L'erreur d'Einstein ». Donc on prend ça, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Quelle est l'erreur d'Einstein? En fait, c'est le fil conducteur de votre livre, cette erreur d'Einstein. Et on s'aperçoit que ce n'est pas une erreur. Voilà. Donc, tout de suite, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh là là, c'est un peu prétentieux, l'erreur d'Einstein, il se serait trompé. » Je dis « Non, c'est pas moi. Moi, j'ai jamais osé dire que Einstein s'était trompé. » Non, c'est lui qui dit qu'il s'est trompé. C'est lui qui a dit, voilà. Ouais. Mais c'est vrai, quand on ne sait pas, on dit « Oh là, bon, non, pas du tout. » C'est Einstein qui a dit, on peut peut-être résumer rapidement de quoi il s'agit. Voilà. Donc, en 1905, Einstein produit la théorie de la relativité restreinte. Bon, c'est pas la peine d'entrer dans le détail. Juste qu'il y a un espace-temps parce qu'il y a une vitesse limite pour la lumière. Il a mis 10 ans pour arriver à sortir la théorie de la relativité générale, tout simplement parce qu'il n'arrivait pas à caser la gravité dans son espace-temps de 1905. En très simple, si le Soleil disparaît tout de suite, là, il faudra 8 minutes avant qu'on s'en aperçoive. D'abord parce que la lumière va mettre 8 minutes pour nous arriver. Quand elle va disparaître, il faudra attendre 8 minutes. Mais même pour la gravité. Alors pour Newton, la gravité, elle se manifeste instantanément. Donc pour Einstein, c'est pas possible, puisque moi, monsieur Einstein, j'ai dit qu'il y a une limite de vitesse. Voilà. Donc il a trouvé que le seul moyen d'en sortir, c'était que cet espace-temps qu'il avait introduit devait être courbé. Voilà, par les planètes, les galaxies, etc. Donc il y a une courbure de l'espace-temps. Donc c'est ça la théorie de la relativité générale. Voilà. C'est-à-dire que le temps n'est plus un absolu, le temps est relatif et est distordu par la gravitation. Ouais. Voilà. Donc c'est important de réaliser ça. Voilà. Donc il a fait cette erreur. Voilà. Donc je continue. Donc en 1917, il a écrit son équation qui est magnifique entre nous. C'est E égale MC2, c'est très beau. Tout le monde sait tout le monde a entendu parler de E égale MC2. Ouais. C'est très facile à démontrer. Mais l'autre équation, elle est quand même beaucoup plus difficile. Bon, peu importe, mais elle est très simple. Et là, il s'est dit, mais cette équation-là, telle qu'elle a, l'univers serait pas stable. Parce que justement, toutes ces galaxies, toutes ces planètes vont s'attirer les unes sur les autres. À un moment donné, l'univers va s'écraser. Ouais. Ou bien, cette équation était très instable. Les planètes s'attirent. Et donc, à la fin, on a un espèce de gros pudding au milieu. Voilà. Or, c'est pas ce qu'on constate. Donc, il doit y avoir autre chose. Voilà. Ça. Et bon, son équation prévoyait aussi que l'univers pourrait s'étendre. Voilà. Et donc, à l'époque, on considérait que l'univers était statique. Quand on regardait le ciel, il bouge pas. Tout est statique. Donc, il a rajouté ce que j'appelle ça un répulsif, un antigravité, pour stabiliser l'univers. Voilà. Pour que les équations ne donnent pas cette solution qui font que l'univers va se collapser, au contraire, s'étendre. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il a rajouté cette constante, mais à contre-cœur. Et donc, j'ai relu les articles en allemand d'Einstein de l'époque. Il l'a introduite avec différentes idées en tête. C'est extraordinaire. D'abord en disant, il y a une sorte de matière antigravité. Et puis après, il dit non, c'est une constante mathématique d'intégration. Il n'était pas sûr de lui.
Et dans les années 20, donc il y a Hubble et Lemaitre qui ont découvert que l'univers était en expansion, à savoir les galaxies, plus elles sont loin de nous, plus elles s'éloignent rapidement. Donc on est un peu sur un ballon de baudruche qui est en train de gonfler. Hein, donc on s'éloigne les uns des autres. Et là, en 1931, Einstein s'est dit, c'était dans mes équations, j'aurais jamais dû ajouter cette constante qu'il a appelée lambda, qui est sur mon livre, c'est le lambda qui est sur la couverture. Ouais. J'aurais jamais dû ajouter cette constante, c'est la plus grande bourde de ma vie. Enfin, c'est ce qu'il a dit à Gamow. Il n'a jamais écrit, hein, mais quand même. Voilà. Donc c'est lui. Parce que ça contredisait. Il n'y a pas besoin de constante. Les observations qui ont été faites. Voilà. Donc en fait, l'équation de départ, en 1915, sans ce lambda, elle expliquait. Donc il aurait même pu, s'il avait vu, son équation 1915 prévoyait l'expansion de l'univers. Ouais. Il est passé à côté. Au contraire, il a stabilisé. Alors après 1931-32, donc il a publié quelques articles. Donc il a retiré. C'est fou. C'est assez étonnant parce qu'il a retiré cette équation. L'équation, il l'a gardée, il a retiré la constante. Voilà. De cette équation. Voilà. Parce que justement, il voulait introduire une stabilité dans l'univers et qu'on s'est aperçu. D'un point de vue expérimental, que l'univers était en expansion. Voilà. Alors, c'est pas la fin de l'histoire. Non, justement, il y a tout un livre. Donc, en 1967, il y a Zeldovich qui a commencé à avoir des soupçons, et c'est surtout en 1998 qu'il y a le coup de théâtre qui apparaît, c'est qu'une équipe de physiciens donc, a fait des expériences, des mesures extrêmement précises à partir de supernovas, hein, des étoiles qui sont très loin et qui explosent comme des explosions thermonucléaires, donc qui se calibraient pour préciser l'expansion de l'univers. Et donc l'idée, c'était de montrer qu'effectivement, il n'y avait pas besoin de la constante d'Einstein. Mais non, justement, ils ont découvert en 1998 que l'univers était non seulement en expansion, mais que cette expansion s'accélérait depuis à peu près 7 milliards d'années. Les calculs sont extrêmement précis. Si on regarde j'ai mis les copies des images qui ont été publiées à l'époque dans mon livre, c'est tout petit. C'est vraiment très petit, mais c'est à l'échelle de l'univers. Donc, sans la constante cosmologique, on ne peut pas aujourd'hui, on n'a pas de modèle qui explique l'accélération de l'expansion de l'univers. Donc, depuis 1998, en fait, la constante est revenue. Ils ont le prix Nobel en 2011 pour cette découverte. Et aujourd'hui, on sait que pour expliquer cette accélération d'expansion de l'univers et la constante cosmologique d'Einstein, eh bien, on fait intervenir une énergie noire. Donc, l'énergie noire, c'est une énergie qui fait donc gonfler l'univers. Voilà, donc c'est bien donc ce qu'Einstein avait pressenti au départ, un antigravité, un répulsif. C'est une énergie, mais qui a une pression négative. Voilà. Et ça pour expliquer que l'expansion de l'univers s'accélère. Voilà. Donc on a réintroduit. Einstein était déjà mort, il l'a pas vu. Ça fait un bout de temps, oui. Ouais. Et on a réintroduit cette constante cosmologique. Voilà. Cette constante cosmologique. Donc finalement, il ne s'était pas trompé. Il ne s'était pas trompé du tout. Et ce qui est quand même, ça nous rend humbles, c'est que cette énergie, si on prend toute l'énergie qui est dans l'univers, ou toute la matière aussi, donc il y a l'énergie noire dont on n'a pas la moindre idée de ce que ça peut être, qui représente 70%, un peu plus de 70% de l'énergie de l'univers. On a découvert aussi la matière noire, ce qui n'est pas du tout la même chose. L'énergie noire, on sait qu'elle est là. C'est quoi cette énergie noire ou cette énergie sombre qui représente 70% de l'univers? Ça, c'est aussi un des éléments impressionnants de votre livre. C'est-à-dire cette énergie sombre, par définition, on ne la connaît pas, on ne la voit pas, on ne sait pas ce que c'est, et elle représente 70% de l'univers. C'est ça. Donc en fait, si vous calculez, pour expliquer l'expansion de l'univers qui s'accélère, vous faites des calculs, vous arrivez à dire, il y a donc une énergie qui est là, qui fait que ça se passe comme ça. Et donc, si vous calculez combien il en faut, eh bien, c'est 70% de l'énergie qu'on connaît de l'univers. Mais c'est comme si on vivait dans une pièce toute noire, et puis qu'il y a juste un petit endroit qui soit éclairé, et qu'on essaye de comprendre ce qui se passe dans cet endroit éclairé. Voilà, donc ce qui est éclairé, sans comprendre le reste. C'est nous, les humains, c'est les galaxies, tout ce qu'on voit, même avec nos instruments, hein, même les gaz, les ondes électromagnétiques, tout ça, c'est 4 à 5% du contenu de l'univers seulement. 4 à 5%. Alors, vous voyez, entre 70 et 4-5%, il y a encore un petit bout qui manque, c'est 20 à 25%, c'est la matière noire. Alors, la matière noire, on ne sait donc pas non plus ce que c'est. Et il y a du boulot. Hein. Mais cette matière noire, au moins, on a une piste, c'est-à-dire que ce qu'on s'aperçoit, c'est à la périphérie. Alors, au centre des galaxies, il y a des gros trous noirs, donc celui qui a été montré jeudi dernier. Et à la périphérie des galaxies, on s'aperçoit qu'il y a des étoiles qui ne tournent pas comme il faut, qui tournent un peu trop vite.
Donc, comme s'il y avait localement de la matière qui provoquait de la gravité. Donc, cette matière noire, elle a un effet gravitationnel. C'est comme ça qu'on sait qu'elle existe. Vous voyez, mais on ne la voit pas. Vous voyez, c'est un peu comme la cape d'Harry Potter, vous voyez, là. On voit... le mot noir n'est pas bon, parce qu'en fait, si vous avez des étoiles et la matière noire devant, vous verrez les étoiles quand même. Hein. Donc oui, c'est plutôt c'est la matière transparente. Vous voyez, ouais. Le mot noir, je ne l'aime pas trop. Noir, ça veut dire qu'on ne sait pas ce que c'est, mais c'est plutôt transparent qu'autre chose. Donc là, on sait que cette matière noire, elle existe parce qu'elle a une influence gravitationnelle. Donc il y a des modèles physiques, le modèle SUSY en particulier. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a la particule, c'est pas fait exprès, mais la particule qui est centrale là-dedans, c'est l'action. Et l'action, c'est une marque de détergent. Alors, oui, pour la matière noire. Il y a des jeux de mots là. Voilà. Donc il y a un modèle pour expliquer la matière noire qui est le modèle SUSY, mais bon, beaucoup ne sont pas convaincus du modèle du tout, donc on ne sait pas. L'énergie noire, c'est zéro. On n'a aucune piste, rien. Voilà. Mais alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on essaie de comprendre l'univers en ne percevant que 4 à 5% de ça. Voilà. Eh ben, vous avez tout compris. C'est comme si on essayait de comprendre ce que c'est qu'un animal en ayant un bout d'ongle. Voilà, c'est ça, un bout d'ongle. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, et est-ce qu'on a une chance d'en savoir un petit peu moi, plus? Je suis optimiste, oui. Alors justement, dans le cerveau... oui, parce que vous revenez. Alors, on va revenir sur le cerveau. Est-ce que dans votre livre, vous passez constamment, chapitre après chapitre, de la cosmologie, etc., au cerveau, fait exprès, et donc on se promène entre le cerveau et l'espace. Voilà. Donc, alors là, si on revient dans le cerveau, la conséquence de toutes ces découvertes, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, bon, pour revoir les choses un petit peu dans l'ordre, qui n'est pas forcément l'ordre du livre d'ailleurs, donc, la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, c'est de dire, puisqu'il y a une vitesse limite dans l'univers, alors le temps est relatif. Bon, donc, il y a un espace-temps. Dans le cerveau, je me suis mis à la place du raisonnement d'Einstein, et donc, si on prend les potentiels d'action, donc ces influx nerveux qui circulent le long des fibres du connectome, eh bien, il y a une vitesse limite aussi. Alors, c'est plus compliqué parce que la vitesse limite dépend de la taille des fibres. Mais on va passer là-dessus. Mettons une vitesse limite. Donc, le temps dans le cerveau est aussi relatif. Je donne comme exemple ce que tous mes collègues et moi-même faisons en faisant l'imagerie par résonance magnétique. Donc, on voit l'anatomie du cerveau, mais on voit aussi les régions qui s'allument. Vous voyez, quand je parle, quand vous m'écoutez, quand vous regardez quelque chose, on voit des tas de régions qui s'activent. C'est fantastique. On voit ça en direct, en temps réel. Mais peut-être que l'erreur que l'on fait, c'est qu'on voit une région qui s'allume à l'avant du cerveau, une à l'arrière. On dit, bon, ces deux régions-là sont en train de faire quelque chose. Eh bien non, la région qui est là ne peut pas savoir que celle-là est en train d'être activée, puisqu'il faut du temps pour que cette information circule. C'est exactement l'idée d'Einstein dans l'univers. Puisqu'il y a une vitesse limite, eh bien, la région en avant et en arrière ne peuvent pas communiquer instantanément. Non, pas instantanément, mais c'est quelques fractions de. Ah, bah oui, mais c'est comme le Soleil et la Terre, il y a 8 minutes. Oui, mais tout est là. Donc mais là, ça ne met pas 8 minutes. Non, bien sûr, mais les distances ne sont pas les mêmes. Ouais. Mais on a un peu oublié le fait que cet aspect temporel fait que, finalement, le présent n'existe pas dans le cerveau. Ça ne veut rien dire. La simultanéité, c'est quoi? La région qui est là et celle-là sont allumées en même temps, simultanément? Pas du tout. Elles se succèdent dans le temps. Donc, vous pouvez rebâtir complètement un modèle du fonctionnement cérébral à partir des équations de la relativité d'Einstein. Voilà, donc vous avez un espace-temps. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Soleil, l'étoile, même nous, on courbe l'espace-temps. Hein. Si vous allez sur un trampoline et qu'on vous met une boule de pétanque sur le trampoline, elle va rouler à vos pieds, hein, puisque vous déformez le trampoline. C'est pas vous qui attirez la boule de pétanque, hein, d'accord? Eh bien, dans l'univers, c'est pareil. Le Soleil n'attire pas la Terre. La Terre ne nous attire pas. Elle déforme l'espace-temps et nous, on roule à ses pieds. Vous voyez? C'est ça. Eh bien, dans le cerveau, c'est exactement la même chose, d'après moi. Donc, ces régions qui s'activent, elles courbent l'espace-temps et on a ce qu'on appelle ce sont des lignes. L'influx nerveux va circuler dans le cerveau en fonction de ces courbures. Un peu comme si vous avez un billard, vous avez un billard électrique où vous avez des petites manettes.
pour faire circuler des billes. Eh bien, c'est ça qui se passe dans notre cerveau. Chaque manette, ce sont des régions du cerveau qui s'activent. Et bon, vous allez faire que l'activation va passer par-ci, par-là, etc. Voilà. Donc, c'est ça l'idée, c'est que les masses de l'univers qui courbent l'espace-temps, ce sont les régions cérébrales, les amas de neurones qui s'activent. Ouais. Et l'information circule entre ces régions-là en fonction de cette courbure. Voilà. Donc ça, c'est la relativité générale appliquée au cerveau. Mais là où je vais beaucoup plus loin, et ça, c'est vraiment très philosophique, je dirais, donc l'énergie noire de la constante de cosmologie d'Einstein, vous pouvez l'écrire sous la forme d'une énergie, comme je vous ai dit, qui existe, en plus de l'énergie de l'univers, une énergie qu'on ne connaît pas. Bon. Mais dans le cerveau, nous, on sait qu'on n'est pas tout seul. Il y a 8 milliards de cerveaux humains sur Terre avec lesquels on peut interagir potentiellement. Et puis, vous avez tous ceux qui ne sont plus là. Quand vous avez un livre de Victor Hugo, ou vous jouez une œuvre de Mozart, votre connectome cérébral est affecté par ce que vous lisez, ce que vous entendez, ou que vous jouez, ou que vous regardez un tableau. Donc, finalement, il y a ces informations qui viennent des autres, qui n'existent plus, modifient votre courbure, la courbure de votre espace-temps propre. Donc, cette constante cosmologique, appliquée au cerveau, elle a une explication, elle, plus claire. Donc, ce ne serait pas l'énergie noire, ce serait nos interactions avec l'environnement et les autres, des interactions sociales. Voilà. Donc, on peut en discuter, parce que c'est très, très intéressant. Mais, dans le coup, je me suis remis à l'envers en disant, alors, l'énergie noire, est-ce que ce ne serait pas l'existence d'autres univers, les multivers, des univers multiples. Ouais. Ah oui, vous faites constamment un jeu de ping-pong entre la et donc oui, j'ai découvert que les pistes sur les multivers, elles existaient. Ouais. Il y a vraiment rien n'est prouvé. Hein. Juste si on revient un tout petit peu avant sur cette application des lois de la relativité au cerveau. Donc on a l'impression déjà qu'effectivement jusqu'à maintenant on voyait les cerveaux en gros en 3 dimensions. On voyait une image, mais ça restait une image en 3 dimensions, et qu'on n'avait pas vu cette 4e dimension. Il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, pour compliquer les choses. Mais en tout cas, on n'avait pas vu cette dimension temporelle. Et ça permettrait de traiter de façon complètement différente un certain nombre de maladies, comme par exemple la schizophrénie ou l'autisme. Parce que ce serait, d'après ce que j'ai compris, vous allez me dire si... j'ai bien compris les choses, ce ne serait en fait des affections ou des affectations de l'espace-temps du cerveau. Alors attention, je ne dis pas qu'on ne s'est pas intéressé au temps dans le cerveau. Il y a des tas d'articles scientifiques, j'ai des collègues qui travaillent sur le temps, même moi d'ailleurs aussi, la manière dont on perçoit le temps, etc. Voilà, le temps existe, le temps est traité, est étudié, l'espace aussi, l'anatomie du cerveau. Ce qui est nouveau, c'est que je mets les deux ensemble, hein, c'est l'espace-temps. Aujourd'hui, dans l'espace, on dit... Telle galaxie est le trou noir, 30 000 années-lumière. Vous voyez, années-lumière, ça veut dire quoi, années-lumière? On mesure une distance avec des années. Vous voyez, ça a l'air de rien, mais on mesure une distance avec du temps. Donc, dans le cerveau, c'est ce que j'ai voulu dire. C'est que l'espace-temps, c'est pas abstrait, c'est qu'il ne faut pas raisonner en espace et temps, c'est intriqué. Donc, pour revenir à la schizophrénie, ce qui a été montré avec la méthode que j'ai inventée il y a 35 ans, c'est que chez les schizophrènes, il y a des anomalies de connexion cérébrale. Donc, on voit que les fibres sont pas normales, donc conduisent les influx nerveux à une vitesse qui n'est plus celle de la vitesse qu'on attend. Vous savez que des 90 à 95% des schizophrènes entendent des voix. Voilà. Et si vous les placez dans un système IRM, vous apercevez que quand ils entendent des voix, les régions du cerveau qui sont censées être sensibles à ce qu'on entend sont activées. Donc, ils entendent bien des voix. Alors, vous vous dites, alors s'ils entendent des voix, pourquoi moi je ne les entends pas? D'accord? En fait, il faut raisonner à l'envers. Quand vous lisez un livre, quand vous parlez, vous entendez des voix, mais vous savez que c'est vous. D'accord? Donc, en fait, en permanence, on s'émet des messages à l'avant du cerveau, je caricature, hein, le cortex préfrontal, donc on se parle à soi-même. L'information arrive dans les régions auditives. Là, le cerveau donc, reproduit des sons. C'est vous qui parlez, d'accord? Et ensuite, le cerveau donc, analyse, comme vous reproduisez des sons, analyse ces voix. Et comme vous savez, comme votre cerveau sait lui-même que l'information a été produite par vous-même, vous savez que c'est vous qui vous parlez. Pas de problème. Mais en permanence, on se parle. Hein. Vous êtes bien d'accord. Quand on lit un livre, on le lit. Mais supposez maintenant que l'information... l'aspect temporel soit perdu. Donc, vous avez l'information qui est partie
de l'avant du cerveau, de façon inconsciente. Elle arrive dans la région auditive. Le cerveau dit « Ah, j'entends quelque chose », mais il n'y a plus le retour. Résultat, votre cerveau ne sait pas que c'est vous qui avez émis le message. Vous pensez que c'est Dieu qui vous parle ou je ne sais pas qui. Vous voyez? Oui, ça c'est très impressionnant parce que c'est une façon de... On se dit, mais oui, mais si c'était ça explique bien des choses. Il y a aussi, c'est ce qu'on pourrait appeler les petites pathologies de la vie quotidienne. Quand vous parlez de l'impression de déjà-vu. Ben, c'est exactement la même chose. Voilà. Vous dites, parfois, on est dans une salle, on rentre dans une pièce et on a l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Voilà. Ça nous arrive à tous. À tout le monde. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Et vous dites, finalement, ça s'explique assez simplement. Oui. Par cette déconnexion temporelle. Voilà, sauf que là, ça ne durera pas longtemps et ce n'est pas maladif, mais c'est ça. C'est-à-dire que normalement... C'est-à-dire qu'on voit les choses, mais il y a une déconnexion qui fait qu'on a l'impression de les voir un tout petit peu... Encore une fois, pour expliquer les choses très simplement, quand vous découvrez votre environnement, l'information, elle arrive dans le système pour dire ce qui se passe, mais en même temps, elle arrive dans des régions qui vont mémoriser tout cela. D'accord ? Donc, il y a tout un circuit de mémoire. Mais normalement, vous ressentez les choses et puis ça va dans la mémoire. Mais imaginez qu'il y a un retard dans la perception des choses et que ça arrive d'abord dans la mémoire. Parce qu'en permanence, le cerveau compare ce que vous avez en mémoire et l'environnement pour éviter de faire des bêtises. Donc, par exemple, si vous glissez sur une serviette dans votre baignoire, vous n'allez pas vous accrocher sur le rideau de douche, mais sur quelque chose de plus solide. Hein. Donc, c'est la mémoire qui vous dit, attention, il ne faut pas se tromper là. Donc, si par hasard, pour une raison quelconque, l'information de perception est retardée par rapport à la mémoire, votre cerveau va dire, ah, c'est en mémoire, tu l'as déjà vu. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Le schizophrène, c'est ça en pire. Alors, imaginez, vous êtes en train de regarder un film où l'image et le son sont décalés. C'est horrible. 24 heures sur 24. Ouais. Oui, et là qu'on voit des vraies maladies, ce sont des maladies qui sont finalement... Alors, est-ce que ça voudrait dire que, par exemple, vous parlez de l'autisme aussi? L'autisme, c'est encore différent, oui. L'autisme, donc je vous ai parlé de la constante cosmologique impliquée au cerveau, donc qui expliquerait les relations avec les autres. Donc là, on est en train de se parler, je suis désolé, mais je suis en train de courber votre espace-temps, d'accord? Ouais. Et vous courbez le mien aussi, hein, donc rassurez-vous. Donc voilà. L'autiste, il a beaucoup de mal à faire ça. Donc, en fait, dans le livre, j'explique qu'il est comment dire, socialement aveugle. Il voit très bien, il voit très, très bien. Mais on voit dans le mouvement de ses yeux qu'il ne capte pas. Vous voyez, donc, quand on se parle, il y a des expériences extraordinaires qui ont été faites dans l'équipe où je travaille aussi au Japon, où ils mettent 2 personnes dans 2 systèmes IRM, donc c'est plus cher, il faut 2 machines IRM, voilà, et ils sont en train d'interagir avec un casque audio et puis avec un écran vidéo. Voilà, donc on ne voit que les yeux de l'autre. C'est tout ce qu'on voit. Bon. Et puis là, on triche. C'est-à-dire, donc, au lieu d'envoyer en direct l'information, on la retarde de quelques secondes. Donc, ce que vous voyez, c'est le mouvement des yeux retardé de l'autre. C'est très, très désagréable. Donc, c'est un modèle de l'autisme. Hein. Et donc, la personne n'arrive plus. Donc, elle l'entend, mais ça colle plus, ça colle plus. Et ce qu'on voit dans le cerveau, c'est qu'un certain nombre de régions du cerveau qui s'activaient quand il y avait bien la connexion, ne s'activent plus. Et donc la courbure de l'espace-temps normal qui existait quand les 2 personnes communiquaient avec leurs yeux en même temps que leur corps allemand, l'espace-temps devient plat, la courbure disparaît. Et donc, il n'y a plus de dialogue. Mais est-ce que ça voudrait dire qu'on peut guérir ces maladies? On pourrait les guérir, si on savait le faire, de façon assez simple, un peu comme on guérit la myopie avec des lentilles. C'est-à-dire que vous créez un petit effet retard dans les circuits électriques de quelques microns, de millimètres. Oui, je pense que et vous créez un tout petit effet retard. Oui. Et est-ce que vous voyez flou ou ce que vous voyez en double, vous le voyez ensemble? Je ne l'ai pas mis dans le livre, mais parce que bon, c'est encore la science-fiction. Mais je pense que ça devrait être possible, hein, je pense. Alors, ce qui est beaucoup plus marquant encore, mais là, c'est dans le livre, parce qu'on a fait des expériences, c'est les états de conscience. Parce que donc, finalement, vous voyez, là, quand ces personnes communiquent, elles se courbent mutuellement leur espace-temps, mais quand elles n'y arrivent plus, l'espace-temps se courbe moins. Alors, quand je dis l'espace-temps se courbe, pour mes collègues, c'est que les connexions sont moins performantes. Hein, donc, ceux qui n'ont pas encore adapté ma théorie, et c'est quasiment tout le monde, parce que c'est tout nouveau, ils ne voient pas ça en termes d'espace-temps courbé, ils voient ça en termes de connexions qui se font, qui ne se font pas. Donc, la conscience, c'est que plein de régions sont connectées. Quand vous êtes dans un état végétatif,
petit à petit, ces connexions deviennent de plus en plus pauvres. Et dans un état végétatif limite coma, vous avez des régions cérébrales qui sont complètement isolées les unes des autres. L'exemple, vous connaissez certainement cet article de 2006 où ils ont placé une jeune femme de 26 ans qui était dans un état végétatif profond après un accident de voiture dans un système IRM. Donc quand on demande à cette dame comment vous appelez-vous, il n'y a pas de réponse, rien, ni elle dit rien, etc. Mais ce qu'on voit dans son cerveau, c'est que la région de Broca, Monsieur Daru, s'active. Donc cette dame-là est en train de dire comment elle s'appelle. Madame, pouvez nous dire, quand vous vous promenez dans votre maison, ce que vous voyez. Alors, elle dit rien ne se passe, figé, rien. Dans son cerveau, on voit un certain nombre de régions qui s'activent. Parce qu'elle est dans un coma, elle est dans le coma. État végétatif profond, le coma, il y a plusieurs niveaux. Oui, très profond. Mais ça veut dire qu'elle entend, qu'elle a une expérience. Donc l'idée, ce que je veux dire, c'est que les régions cérébrales fonctionnent, mais elles ne sont plus. Il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a plus ces connexions qui font qu'on est conscient. Voilà. Donc, dans mon modèle, c'est que la courbe, et donc je montre avec les calculs que j'ai faits, la courbure qu'on attend pour ces connexions n'existe pas. Est-ce qu'on peut restaurer cette courbure et donc réveiller cette personne? Et là, on a fait l'expérience, alors pas chez l'homme, parce que c'est compliqué, il y a le problème éthique, etc. Et on a pris donc des animaux, donc des rats, anesthésiés. Alors l'anesthésie, c'est pas l'état végétatif et le coma, c'est pas tout à fait la même chose. Lionel Nakache qui est venu vous voir a dû vous en parler. C'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, peu importe, le rat, il est complètement anesthésié, rien ne se passe. Et on va se placer à un endroit bien précis, un tout petit noyau au centre du cerveau, dans ce qu'on appelle le thalamus. Et là, on va envoyer un courant électrique, très petit courant électrique. Instantanément, vous avez donc qui va faire que le thalamus va reconnecter tout ça. Et vous avez instantanément, on peut voir, j'ai mis les références du film, on le voit, l'animal se réveille d'un seul coup, alors qu'il est toujours sous anesthésie. Il se réveille, voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est que donc la théorie de la diffusion, donc le mouvement brownien, etc., fait que, pour moi, l'activation des neurones, elle est liée vraiment à leur masse. C'est-à-dire, donc, on peut faire gonfler les épines dendritiques, donc tout ce qui est autour des neurones, ou au contraire, les empêcher de gonfler. Si on bloque ce gonflement, on ne peut pas réveiller l'animal. Si en mettant de l'eau, ce n'est pas vraiment de l'eau, mais c'est quasiment ça, on fait gonfler toutes ces structures, l'animal se réveille quasiment, même presque sans courant électrique. Voilà. Donc, dans le futur, je pense qu'on pourra réveiller des gens qui sont dans un état végétatif en faisant cela. Je vais même plus loin, 100 mètres d'électrodes, parce qu'on est capable aujourd'hui, avec des faisceaux d'ultrasons qui sont extérieurs du cerveau, focaliser, titiller des régions cérébrales. Voilà. Ouais. Bon, il y en a encore pour pas mal d'années, il ne faut pas faire rêver les gens. Et puis si le cerveau est mort, il est mort. C'est-à-dire que si le cerveau est détruit, on n'y arrivera pas. C'est quand vous avez un état végétatif... Non, mais ça donne quand même des perspectives. Ça ouvre des perspectives énormes. Alors, vous dites aussi, vous parlez des artistes à un moment dans ce livre. Beaucoup, oui. Et vous expliquez que certains artistes d'une certaine façon, ont déjà eu cette intuition de l'espace-temps du cerveau, je l'appellerais comme ça. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une certaine temporalité dans nos perceptions et autres. Et vous donnez l'exemple de Picasso. Oui. Et vous dites... c'est fabuleux. Dans Les Demoiselles d'Avignon, qui est un de ces tableaux initiateurs du cubisme. Voilà. Et à un moment donné, il y a une jeune femme qui a représenté de face et de profil. C'est devenu le marqueur de Picasso. Oui, oui. Mais bon, de représenter les visages à la fois... Ça vient de la physique. À la fois de face et de profil. Et vous dites... Alors ça, je trouve ça absolument fabuleux. Et vous dites, mais ça, c'est une vision d'artiste de l'espace-temps, c'est-à-dire qu'il introduit une temporalité dans une représentation et là, c'est pas à 3 dimensions, c'est à 2 dimensions. 4 dimensions sur 2. Sur 2, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est parce que le tableau date de 1907. Il était, pour des raisons personnelles, de lien, peu importe, au bateau Lavoir, en lien avec une jeune femme qui était elle-même en lien avec un physicien, etc. Donc, il était au courant, en particulier Poincaré, qui est un physicien extraordinaire, qui était à 2 doigts de découvrir la relativité, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La science et l'hypothèse », un gros pavé, pour expliquer la physique. Et donc, Einstein, oui, et Poincaré se respectaient beaucoup. Et Picasso était au courant de ces histoires de relativité du temps. Et à l'époque, on commençait à dire « Mais comment représenter le temps sur nos toiles ?» Voilà. Donc, Picasso, il y a 800 esquisses avant qu'il sorte les Demoiselles d'Avignon. Donc, quand vous regardez un visage de face et de profil, vous vous dites c'est la même personne. Mais pour cela, dans votre tête, vous allez faire une rotation mentale. Or, une rotation, c'est une opération dans l'espace, mais dans le temps, c'est pas instantané. Vous ne pouvez pas voir la face et le profil en même temps. Vous êtes obligé dans votre cerveau de faire la rotation. Donc, Picasso s'est dit,
Eh ben, moi, je vais faire autrement. Je vais mettre le cerveau de face pour la moitié de la figure, enfin, pas le cerveau, la tête de face pour la moitié, la tête de profil pour l'autre. Donc, il a fait ces figures bizarres, mais qui sont en fait du face-profil sur la même photo. Imaginez qu'on fasse une photo d'identité de votre passeport comme ça. Hein, pourquoi pas, après tout. Et c'est comme ça que le cubisme est né. C'est fou. Hein, et Vibra qui a suivi derrière, etc. Voilà, c'est ça. Et en musique... moi, je joue un prélude des fugues de Bach, W 543, et quand je joue cette œuvre, je suis pris il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose, et je l'ai travaillé en même temps que j'écrivais mon livre, et je suis tombé par hasard sur un enregistrement de Katia Bounashvili, qui est une très bonne pianiste, qui vit en France, je crois d'ailleurs, et qui, dans la petite pochette du disque, écrit, quand je joue ces œuvres-là, donc c'est Bach transcrit par Liszt, hein. Bon, c'est pas facile, mais j'ai l'impression que quelque chose a changé, que l'espace et le temps se mêlent, que l'espace n'existe plus et qu'il devient du temps, ou l'inverse. Mais quand j'ai lu ça, je dis, mais c'est pas possible. Je m'étonnerais qu'elle soit au courant. Enfin, peut-être qu'elle a lu les articles d'Einstein, j'en sais rien, mais c'est quand même extraordinaire. Là. Et ça m'est arrivé de. Non, mais on peut penser, ça ouvre des perspectives. On peut penser aussi à tous ceux qui ont écrit sur le temps, sur Proust, etc. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette dimension de la temporalité et des temporalités différentes nous apparaît. Et on dit, mais oui, c'est une dimension. Alors, un peu... J'ai une anecdote d'Einstein à ce propos. Donc, dans les années 20, il y avait Bergson hein, qui a fait une conférence en honneur d'Einstein sur temps et relativité. Et puis Einstein était là à écouter. Et à la fin, à côté de lui, il y avait Langevin. Il a dit, peut-être que mon français n'est pas très bon, j'ai rien compris. Et Langevin lui a dit, j'ai rien compris non plus. Alors, on va revenir un peu, donc on va repartir du cerveau, on va revenir un peu sur l'univers. Et il y a aussi, donc, vous reprenez en fait, à chaque fois ce qui est étonnant, c'est qu'on rentre dans le cerveau, on regarde leur cerveau, puis on repart dans l'univers et on essaye d'appliquer. Puisqu'il y a une espèce de rémanence intellectuelle, on essaye d'appliquer ce que vous venez de dire sur le cerveau dans l'univers. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Bah voilà. Alors. Et là, l'univers, on tombe sur des choses. Et je voudrais bien vous expliquer, il nous reste quelques minutes, mais je voudrais bien que vous nous expliquiez cette théorie aussi des multivers. Oui. Parce que ça aussi, à un moment donné, on se dit, mais oui, ça expliquerait beaucoup de choses. Alors, les multivers, c'est pas des vers de terre. Non. C'est l'univers multiple. Il y a les trous de verre avec les trous noirs, mais c'est pas de ça dont il s'agit. C'est qu'en fait, notre univers ne serait pas unique. Alors là, il y a plusieurs théories qui coexistent. Je ne sais pas dans quel ordre les prendre, mais par exemple, quand vous connaissez le chat de Schrödinger, qui est à la fois vivant et mort, voilà, et on ne sait vraiment quel est son état quand on ouvre la boîte, d'accord ? C'est un gros problème. Ça, Einstein était fou de rage, cette idée-là. Non, il est mort ou il est vivant, il n'est pas les deux à la fois. Bon, bref. Donc, une théorie des mondes multiples, ce serait que le chat est bien vivant et bien mort, mais dans deux univers différents. Voilà. Donc, il y a autant d'univers que de combinaisons possibles. Le problème, c'est que nous, on est où, là ? Dans quel univers on est ? Bah oui, c'est ça la question. Voilà. Donc, on existerait aussi en plusieurs exemplaires. Voilà. Donc, c'est une théorie des mondes multiples, des esprits multiples. Ouais. Bon, mais ça a l'air loufoque, hein. Mais je vous assure, c'est très sérieux, qu'il y a des choses comme ça qui sont possibles. Et ça va loin, puisque donc cette intrication d'états différents est à la base du calcul quantique, des ordinateurs quantiques qu'on est en train de fabriquer là. C'est le même principe. Hein. Donc dans l'ordinateur quantique, vous avez différents états, différents univers qui coexistent. Et arriver au bout, bien sûr, il faut qu'ils arrivent dans un état. Voilà, c'est ça la difficulté. Et c'est ça qu'Einstein et Schrödinger avaient en tête. C'est pas les autres modèles, par exemple, c'est de se dire, vous voyez, la constante de la vitesse de la lumière, la constante de la gravité, la constante de Planck, etc. Eh bien, en fait, c'est quand même bizarre que ça fait qu'on peut vivre. Ça fait que la molécule d'eau a telle structure, tel angle. C'est pour ça qu'il y a la vie sur Terre, c'est pour ça qu'on est là, qu'on est intelligent, etc. Et il y en a qui disent, mais c'est pas possible, la chance est tellement faible que c'est pas possible. C'est un peu comme si dans votre maison, quelqu'un venait, et puis il est dans votre maison, mais il n'a rien vu, il n'a jamais rien vu. Il se trouve que la taille de votre pantalon, de votre veste, de tous vos vêtements, colle avec votre taille. Il dit, ben voilà, c'est comme ça. Voilà. Il va chez le voisin et s'aperçoit que, non, il peut y avoir des vêtements avec des tailles différentes, vous voyez. Donc, en fait, on existerait, on serait des bulles d'univers qui gonfleraient.
Donc, c'est l'expansion de l'univers, la constante cosmologique, on en revient toujours là. Et notre constante cosmologique serait compatible avec la vie telle qu'elle existe, mais il y aurait d'autres univers avec d'autres constantes cosmologiques, d'autres valeurs de constantes, peut-être même une physique différente. Donc, il y aurait un nombre considérable d'autres univers avec nous qui sont finis, mais que nous percevons comme infinis. Voilà. Donc, il y a plein de modèles. Bon, la science n'a pas fini de nous étonner. Non. Et Denis Le Billon, merci. Merci d'être venu nous parler de cette erreur d'Einstein. Qui n'en était pas une. Que vous publiez donc, aux confins du cerveau et du cosmos, aux éditions Odile Jacob. Merci d'être venu merci beaucoup. Nous en parler. Beaucoup de plaisir à discuter avec vous. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.